La Bretagne cache des secrets que peu osent évoquer à voix haute. Parmi les légendes les plus sombres, il en est une qui glace encore le sang des habitants des petits villages de la côte, la zone rouge de Kervénèque. Un ancien centre militaire, scellé officiellement en 1974, après un incendie dont l'origine n'a jamais été clairement expliquée. Mais ce que l'on raconte dans les tavernes et au coin des feux de cheminée est bien plus terrifiant que n'importe quel rapport officiel. Les anciens disent que, certaines nuits, lorsque la brume recouvre la lande et que le vent souffle depuis la mer, on peut entendre une voix d'enfant qui appelle, comme perdu dans les ténèbres. D'autres jurent avoir capté des séquences de chiffres étranges sur leur vieille radio, toujours les mêmes, répétés sans fin, comme un code qu'il ne faut jamais déchiffrer. Vous y croiriez, vous, si votre transistor, seul au milieu de la nuit, se mettait à cracher des chiffres incompréhensibles? Marc, un jeune étudiant en histoire contemporaine, passionné par les mystères militaires, décida d'enquêter. Pour lui, la zone rouge n'était qu'un mythe, une rumeur pour effrayer les curieux. Armé d'une lampe, d'un magnétophone et de son courage, il s'aventura dans les ruines interdites, une nuit de septembre. Dès qu'il franchit les barbelés rouillés, le silence devint oppressant. Même les oiseaux semblaient avoir fui ce territoire. Chaque pas résonnait comme une intrusion, chaque souffle lui paraissait épié. Les baraquements effondrés formaient des silhouettes tordues dans la brume, comme des corps figés par la douleur. À mesure qu'il avançait, son magnétophone capta un bruit, un léger souffle, puis une série de chiffres. 5, 8, 2, 4, 7. Marc s'arrêta net. Son cœur battait à tout rompre. Il vérifia son appareil, aucune fréquence ouverte, aucun signal détecté. Pourtant, la voix continuait, claire, enfantine, glaciale. Alors il la vit. Une petite fille, debout à quelques mètres, vêtue d'une robe blanche tachée, une poupée brûlée dans les mains. Ses yeux étaient vides, laiteux, mais fixaient directement Marc. Il cligna des yeux et l'enfant avait disparu. Pourtant la voix résonnait encore dans l'air, répétant le code sans fin. Marc aurait dû fuir à cet instant. Mais vous, à sa place, seriez-vous parti? Ou auriez-vous voulu comprendre? Il continua, sans savoir qu'il venait d'ouvrir une porte que personne n'aurait jamais dû franchir. Après cette nuit, Marc n'arriva plus à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait l'enfant dans la brume, ses yeux vides, le fixant avec une intensité surnaturelle. Il tenta de rationaliser, hallucination, stress, imagination, mais son magnétophone avait bien enregistré la séquence, et cela, il ne pouvait pas l'expliquer. Il fit écouter la bande à son amie, Julie, photographe. Elle blêmit en entendant la voix. C'est une petite fille. Elle dit des chiffres. Mais pourquoi? Marc décida de retourner sur les lieux, cette fois accompagné. Ils choisirent une nuit sans lune, quand la lande semblait avalée par l'obscurité. Julie, caméra en main, et Marc, son magnétophone prêt, franchirent à nouveau la grille rouillée. Le brouillard se leva aussitôt, plus dense, plus lourd que la première fois, comme s'ils savaient qu'ils étaient de retour. À l'intérieur, tout paraissait changer. Les baraquements semblaient s'être déplacés, les couloirs menaient à des impasses qui n'existaient pas la veille. Julie photographia une porte métallique à moitié enfoncée dans le sol. Sur l'image, plus tard, ils découvriront une silhouette d'enfant derrière elle, alors qu'en réalité, il n'y avait rien. Ils trouvèrent un escalier descendant sous terre. Marc hésita, mais Julie insista. Ils descendirent. L'air devint plus froid, saturé d'une odeur métallique insupportable.
Leurs lampes éclairaient des murs humides où des câbles rongés par le temps semblaient encore palpiter. Marc toucha l'un d'eux. Une chaleur étrange en jaillit, comme un battement de cœur. Puis vinrent les voix. Pas une seule, mais des dizaines. Des murmures qui s'entremêlaient dans différentes langues, français, anglais, vietnamien, toutes chuchotant le même code, 5827, 5827. Julie tremblait. Elle braqua sa caméra devant elle. Dans le viseur, une petite fille apparut, immobile, les yeux vides, tenant toujours sa poupée brûlée. Mais quand elle baissa l'appareil, il n'y avait personne. Le couloir déboucha sur une salle circulaire. Au centre, des caissons métalliques éventrés. Certains renfermaient encore des crânes desséchés, reliés à des câbles. Les lèvres craquelées bougeaient, articulant faiblement « Tu as ouvert la porte ». Marc et Julie se figèrent. Le magnétophone explosa de parasites, puis une voix claire résonna dans toute la pièce. « Vous êtes enfin descendus. » La salle circulaire vibrait comme un organisme vivant. Julie serrait sa caméra contre elle, le souffle court, tandis que Marc tentait de comprendre l'horreur qui s'étalait sous ses yeux. Les caissons, tordus, laissaient apparaître des fragments humains reliés à des câbles. Les crânes, desséchés mais animés, murmuraient encore les mêmes chiffres. 58 247, 58 247, 58 247. Julie filmait malgré la panique. Dans son viseur, l'image se brouillait, montrant des silhouettes derrière Marc alors que lui ne voyait que des ombres mouvantes. Elle tenta de reculer, mais le sol semblait respirer, aspirant l'air autour d'eux. « On doit sortir d'ici !» cria-t-elle. Mais Marc n'écoutait pas. Il fixait un écran poussiéreux accroché au mur qui venait de s'allumer tout seul. Dessus, une image déformée apparut, un visage d'enfant. Celui qu'il avait aperçu la première nuit. Ses yeux vides fixaient la caméra avec une intensité insoutenable. « Vous avez ouvert la porte. Maintenant, vous devez écouter. » La voix résonnait dans toute la salle, claire, comme si elle venait à la fois des caissons, des murs et du brouillard. Julie tenta d'éteindre sa caméra, impossible. L'appareil filmait seul, comme contrôlé de l'extérieur, et ce qu'elle voyait à travers le viseur ne correspondait plus à la réalité. Elle voyait Marc, mais avec des yeux blancs, tenant une poupée brûlée. Vous imaginez cette panique? Voir votre ami se transformer sous vos yeux alors qu'en réalité, rien n'a encore changé? Marc s'approcha du caisson central. Une plaque métallique portait une inscription à moitié effacée. « Programme héritage ». En dessous, une phrase gravée « La mémoire ne meurt jamais ». Soudain, l'un des crânes bougea la mâchoire. Ses lèvres craquelées murmurèrent distinctement « Tu n'aurais jamais dû descendre, Marc !» Marc recula brusquement. Comment la chose connaissait-elle son prénom? Julie lâcha sa caméra qui tomba au sol, filmant encore. L'objectif pointa vers la voûte de la salle où une ombre se formait lentement. L'enfant apparut, flottant à quelques centimètres du sol, ses cheveux noirs collés par l'humidité, ses yeux vides fixant les intrus. « Vous resterez ici, comme eux ?» La température chuta brutalement. Leur souffle devint visible. Julie tenta de courir vers le couloir, mais la porte par laquelle ils étaient entrés se referma violemment. Le métal grinça, les câbles vibraient comme des serpents enragés. Marc, tremblant, sortit son magnétophone. « Qui es-tu » cria-t-il. La voix répondit douce et glaciale. « Je suis la clé, je suis le chiffre, je suis ce qu'ils ont créé. » À ce moment précis, Julie sentit une main glaciale saisir son poignet. Elle hurla, mais personne n'était derrière elle, seulement l'ombre de l'enfant qui grandissait, recouvrant les murs. Vous auriez résisté, vous,
Ou auriez-vous supplié pour sortir? Marc comprit que la zone n'était pas seulement un lieu hanté, c'était une prison, et l'enfant en était la gardienne. Leurs lampes vacillaient, les câbles au sol s'animaient, se tordant comme des tentacules pour barrer le passage. Julie luttait pour garder son sang-froid, mais son regard se fixa soudain sur la caméra qu'elle avait laissée tomber. L'écran affichait une image qui n'existait pas, elle-même, pendue par des câbles, les yeux vides. Marc, lui, fixait toujours l'enfant. Sa voix résonnait dans sa tête, plus claire, plus proche. « Tu veux savoir? Approche. Regarde. » Il avança vers le caisson central. À l'intérieur, derrière une vitre fendue, un visage de fillette apparaissait. Relié à une multitude de fils. Pas un corps entier, seulement un visage maintenu artificiellement, les lèvres bougeant encore. « Ce n'est pas réel, » balbutia Marc. Mais la voix répliqua. « Ils m'ont prise, ils m'ont enfermée. J'ai crié, personne n'est venu. Alors maintenant, vous crierez pour moi. » Julie s'écroula à genoux, ses mains couvrant ses oreilles, mais les voix entraient quand même. Centaines de murmures, tous chuchotant le code de plus en plus fort, jusqu'à former un rugissement. 58 247, 58 247, 58 247. Le sol trembla, les caissons s'ouvrirent un à un, libérant des silhouettes déchiquetées, mi-humaines, mi-machines, des fragments de soldats, des visages brûlés, des mains reliées à des câbles, tous marchaient vers Marc et Julie. Vous pouvez imaginer ça? Être encerclé par une armée de morts qui n'a jamais trouvé le repos? Karim, un ancien militaire et ami de Marc, surgit à ce moment-là. Il avait suivi leurs pas, inquiet de leur absence. En voyant la scène, il leva son fusil, tira une rafale. Les balles traversèrent les silhouettes sans les arrêter. L'enfant rit, un rire aigu et insoutenable. Les murs vibrèrent et la salle devint rouge de lumière. Karim, malgré son courage, blêmit. « On doit sortir » cria-t-il, « tout de suite !» Marc hésita, il voulait comprendre, connaître la vérité sur ce programme, sur ce qu'ils avaient fait à cette fillette. Mais chaque seconde passée ici rapprochait ses amis et lui d'une fin inévitable. Julie, à moitié consciente, fut soulevée par des câbles qui s'enroulaient autour de son corps. Ses cris déchirèrent la salle. Karim se précipita pour l'arracher, mais fut projeté au sol par une force invisible. L'enfant prononça alors une dernière phrase avec un sourire glacé. « Vous êtes à moi » et les ténèbres engloutirent la salle entière. Le noir n'était pas un simple noir. C'était une matière, une brume vivante qui avalait la lumière des lampes, étouffait leur souffle et compressait leur cœur. Julie hurlait toujours, suspendue dans les airs par des câbles qui semblaient pousser hors des murs comme des racines. Karim, au sol, cherchait à atteindre son arme, mais ses bras tremblaient. Marc, lui, restait figé, fasciné par la fillette qui s'avançait, ses pieds ne touchant pas le sol. « Tu veux savoir ce que signifie le code ?» demanda-t-elle, ses yeux vides luisant d'un éclat spectral. Marc hocha la tête, incapable de parler. 58 247, c'est la date de leur trahison, le jour où ils m'ont arraché de ma maison, où ils ont tué mes parents et où ils m'ont enfermé ici, pour leurs expériences, pour leurs chiffres. À mesure qu'elle parlait, les murs se couvraient d'images projetées par les écrans fissurés, des soldats en uniforme, transportant des caissons, criant des ordres, des enfants effrayés rassemblés dans la lande, leurs visages déformés par la panique. Puis le feu, les cris et le silence. Julie pleurait, ses larmes se mélangeant au sang qui coulait de ses poignets lacérés par les câbles. Karim parvint enfin à se relever, tirant de toutes ses forces pour la libérer. Mais à chaque câble qu'il arrachait, deux autres s'enroulaient autour d'elle. « Marc » hurla-t-il, « fais quelque chose !» Mais Marc était comme hypnotisé. La fillette approchait, et plus elle s'avançait, plus son visage changeait. Parfois celui d'une enfant innocente, parfois une monstruosité aux orbites vides, parfois son propre visage reflété. « Reste avec moi, Marc, écoute leur voix, elles t'attendaient. » Soudain, le magnétophone de Marc se ralluma seul. La bande se déroula, et une voix, sa propre voix, enregistrée à l'avance, résonna. « Je savais que je viendrais ici, je savais que je ne sortirais jamais. » Marc lâcha l'appareil comme si c'était un serpent. Ses mains tremblaient.
Julie, haletante, cria encore une fois son nom, mais ses yeux déjà commençaient à se voiler de blanc. Karim, désespéré, planta son couteau dans les câbles, et une giclée noire, visqueuse, jaillit comme du sang. La fillette hurla, un hurlement qui fit trembler tout le complexe. Les caissons explosèrent, libérant des torrents de brume et des silhouettes hurlantes. Les voix des soldats, des enfants, des femmes, toutes se mêlèrent dans un corps de souffrance. Vous sentez cette suffocation? Ce moment où le monde entier semble s'effondrer sur vous, où chaque issue disparaît? Karim parvint à libérer Julie, mais à peine l'avait-il attrapée qu'une main surgit de la brume et le tira en arrière. Ses cris se perdirent aussitôt dans le tumulte. Julie, à moitié consciente, tomba dans les bras de Marc, mais ses yeux, ils étaient déjà semblables à ceux de la fillette. « Elle est à moi, Marc, comme toi, comme eux. » Marc ouvrit les yeux dans un silence complet. Plus de cris, plus de brume. Seulement une pièce vide au mur de béton fissuré. Julie était allongée près de lui, immobile. Son visage semblait paisible, mais ses yeux, blancs, totalement blancs. Il tenta de la réveiller, secouant ses épaules, appelant son nom. Rien. Elle respirait encore, mais c'était comme si son esprit avait disparu. Alors il entendit le magnétophone. La bande tournait, mais aucune voix n'en sortait, seulement un souffle. Puis, lentement, les chiffres réapparurent. 58 247, 58 247. Marc comprit enfin. Ce n'était pas un simple code, c'était une clé. Chaque fois que quelqu'un l'écoutait, la porte s'ouvrait un peu plus. Et eux, en descendant, l'avaient ouverte en grand. Il prit Julie dans ses bras et tenta de fuir. Mais le couloir menant à la sortie n'existait plus. Les murs avaient changé, formant un labyrinthe infini. Les lumières vacillaient, montrant des silhouettes derrière chaque angle. Karim apparut alors, mais pas comme avant. Ses yeux étaient vides. Sa bouche murmurait sans cesse la suite des chiffres. Ses gestes étaient mécaniques, comme une marionnette. Il marcha vers Marc, tendant une main glaciale. Marc recula, mais se retrouva acculé contre un mur. Julie ouvrit enfin la bouche et, d'une voix enfantine, identique à celle qu'ils avaient entendue depuis le début, elle dit « À ton tour ». La caméra de Julie, restée au sol, filmait encore. La dernière image fut celle de Marc, ses yeux se voilant de blanc avant que l'écran ne devienne noir. Quelques semaines plus tard, des randonneurs trouvèrent la caméra dans la lande. Les autorités parlèrent d'un accident, d'une chute, de la folie de jeunes imprudents. Mais la vidéo circula en ligne, montrant les ombres, les câbles et l'enfant à la poupée brûlée. Et depuis, en Bretagne, lorsqu'une radio capte par hasard la séquence 58 247, quelqu'un disparaît. Alors, si vous l'entendez, aurez-vous la force d'éteindre votre appareil? Ou laisserez-vous la porte s'ouvrir à nouveau?